Pascal, bonjour. Bonjour Antoine. Pascal, tu es, on peut dire, un des pionniers de la qualité à Cahors. Tu t'es battu dès la fin des années 80 pour montrer une autre image de Cahors. On en a parlé déjà, c'est une belle appellation historique, mais qui est très jeune dans son histoire, hein, c'est les années 70. Un succès archi populaire, hein, c'était un des vins préférés des Français. Mais bon, c'était peut-être aussi son malheur, parce que voilà, beaucoup de facilité et des vins qui ont décroché par rapport à la qualité qu'on cherchait dans les appellations d'origine. Pourquoi, toi, tu as senti le besoin d'aller au-delà de ce qu'était le confort de l'époque? Moi, je pense que c'est simplement mon début d'éducation dans le vin qui a fait mon début de dégustation bourguignon dans le vin, parce qu'il faut savoir si je suis dans le vin, c'est pas au départ parce que j'étais fils de vigneron, c'est par une fameuse rencontre, et je reviens toujours là-dessus parce que ça date mon début de l'histoire du vin. C'est ma rencontre avec Jean-Marie Guffens, une rencontre qui devait durer... Grand vigneron du Mâconnais, enfin belge arrivé dans le Mâconnais, qui est aujourd'hui incontournable. Donc on m'avait dit d'aller le voir parce que moi aussi j'étais d'origine belge à Cahors, et on m'avait dit il y a un Belge comme toi en Bourgogne, passe le voir, tu vas voir, c'est quelqu'un de très sympathique. Et j'étais passé le voir. Qu'on n'oublie pas. Voilà, qu'on n'oublie pas, c'est toujours je pense, un de mes meilleurs amis dans le monde du vin. Je l'appelle toujours le Belge fou parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, avec ses qualités et ses défauts. Mais donc tu rencontres Jean-Marie. Oui. Et je passe le voir pour 2 heures. Et je reste 2 jours, enfin 2 nuits, c'est-à-dire pratiquement 3 jours. Et vous n'avez rien vu ce jour-là? Non, on a vu, si, on a vu. Et ça a été ma première vraiment rencontre gustative, philosophique, intellectuelle, je dirais, avec le vin. Et c'est là où je me suis dit, mais si, bien sûr. Donc j'ai arrêté les maths et la physique et je suis parti dans le vin. 15 jours après, j'ai fait la première vendange avec Jean-Marie en Bourgogne en 1980. Et ça a été mon début dans le vin. Et après quelques années en Bourgogne, quelques années aux États-Unis, et de par mon père, lui, il m'avait pratiquement toujours dit qu'il y avait des terroirs exceptionnels. Et donc, quand je suis revenu sur cette région pour reprendre cette propriété familiale, je suis revenu avec l'ambition et la certitude qu'il y avait un potentiel énorme ici et qu'on pouvait faire des... À l'époque, ton père faisait du vin, il était vendu en bouteille déjà? Mon père avait commencé à faire du vin en bouteille. J'étais revenu travailler avec lui une vendange. Et puis je m'étais dit, c'est pas le moment parce qu'on n'avait pas du tout la même conception, justement. Et donc j'avais dit à mon père, écoute, c'est ton domaine, c'est ta propriété, moi je vais continuer à aller travailler ailleurs. Et un jour, sûrement... Donc tu reviens au bout de combien de temps? Je reviens 5 ans après. Oui. Enfin, je suis revenu 5 ans après avoir fait une vendange avec mon père. Et je suis revenu parce que mon père avait des problèmes physiques, enfin une maladie qui d'ailleurs ont provoqué les choses. Ont provoqué les choses chez nous, ouais. Donc obligé de revenir sur une petite exploitation où il n'y avait personne pour travailler. Et ça a provoqué les choses doublement puisque mon père a été malade des produits chimiques, ce qui a fait notre orientation vers une culture sans chimie le plus tôt possible, quoi. Tu as été très sensibilisé par cette question-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui doutent de tout ça. Toi, il n'y avait aucun doute par rapport à ça. Tu savais que c'est l'environnement chimique qui avait causé la maladie de ton père. C'est ce que nous avaient dit les médecins de l'époque déjà. Et on voulait, avec mon frère, on voulait absolument pas refaire la même chose. Vous arrivez avec ton frère, donc vous êtes tous les deux sur la propriété. Vous arrivez en même temps, ton frère était déjà là? Ah oui, on est arrivé vraiment en même temps. Parce que je ne voulais pas la reprendre tout seul, ou obligatoirement tout seul en tout cas. Et je pense que c'est tout le temps que ça pouvait être une belle histoire familiale et que je savais que c'était un métier compliqué et que lorsqu'on voulait produire des raisins, faire du vin et commercialiser du vin... Tous ces métiers à la fois. Ça, j'avais bien compris en ayant travaillé aux États-Unis que c'était beaucoup de métiers à la fois et qu'il fallait être plusieurs pour faire ces métiers. Alors, commercialiser, tu as aussi tout de suite compris qu'il fallait aller chercher vraiment les prescripteurs. Donc, tu rencontres des sommeliers, tu organises des dégustations à Paris. Je me souviens, tes dégustations, beaucoup de monde venait, mais tu étais le seul cadurcien à faire ça à l'époque. Ben à l'époque, oui, à l'époque, oui, parce qu'on avait vraiment l'ambition de faire connaître nos vins, de les revaloriser
et surtout d'aller rencontrer des gens que ça pourrait intéresser. Et alors on l'avait fait bien sûr à Paris, parce que la France au départ c'est Paris, mais on a commencé tout de suite à l'export et on a commencé à exporter une très très grosse partie de la production rapidement. Alors l'export justement, tu vois l'émergence de l'Argentine, qui est grâce à l'Argentine, on connaît mieux le Malbec, et si on connaît mieux le Malbec, on connaît mieux Cahors. Aujourd'hui, quand tu voyages aux États-Unis, en Asie, ou dans tes marchés, comment tu te positionnes par rapport à l'Argentine? Tu dis quoi par rapport au vin argentin? Je suis le grand cru, nous sommes le grand cru du Malbec. Quel est le discours? Alors ça va dépendre avec qui je suis, mais j'aurais tendance avec un peu d'humour à dire qu'on est le Malbec du sol, ce qui veut dire le Malbec du terroir, et que nos amis argentins sont le Malbec del Sol, le Malbec du soleil. Ils le prennent comment, les Argentins? En général, relativement bien, voire très bien. Mais ils viennent tellement souvent nous voir pour rechercher des terroirs aussi à Cahors qu'ils n'ont pas, qu'ils le prennent assez bien, oui. Alors, tu produis des rouges qui sont réputés, et tu as aussi compris que le terroir avait un potentiel de blanc. Donc il n'y a pas d'appellation en Cahors blanc. On en a discuté avec le président, c'est pas pour demain l'appellation. Par contre, parle-nous ça se vend très bien. Tu es en allocation sur ces vins. Explique-nous quel est le ressenti des clients. Pourquoi ils adoptent ces blancs de Cahors, de cette région de Cahors? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Je pense déjà qu'il y a des fabuleux terroirs à vin blanc. Il y a beaucoup de nos sols qui sont du Méridien, qui sont le même sol que Chablis. Voilà, Chablis, Sancerre, voilà, c'est quand même des sols historiques, qualitatifs en France pour les vins blancs. Donc, quand on est arrivé, on s'est dit évidemment qu'il y a un potentiel, donc il faut essayer, on va y aller. Donc, on a commencé dans les années 88 exactement. Hein. Qu'est-ce que tu as pris comme modèle quand tu as commencé à planter des blancs? C'était justement la Bourgogne, Jean-Marie Guffens, ou plutôt Bordeaux Oui et non. On a essayé, au départ on a mis plusieurs cépages, on a fait des vinifications expérimentales, mais on a planté essentiellement d'entrée un cépage qui n'était absolument pas connu, absolument pas à la mode encore à l'époque, qui était le Viognier. Le Viognier du nord de la vallée du Rhône, de Condrieu. Voilà. Parce que j'avais eu la chance d'aller à Condrieu en années 80 ou 81, je ne me rappelle plus exactement, à l'époque où cette appellation était pratiquement... il restait une quinzaine d'hectares, voilà, 15 ou 20 hectares, la famille Vernet et puis 2-3 autres. Voilà, il y avait 2 ou 3 vignerons qui en avaient. Et j'avais été assez impressionné par ce cépage à cette époque-là. Et en même temps, en rentrant de Californie, je me disais que je voulais surtout pas faire des vins technologiques, parce que je faisais des vins en Californie où on allait acidifier, on faisait tout un tas de choses. Moi, je voulais faire du vin qui soit fait uniquement avec la nature et respecter le plus possible ces raisins-là. Et c'est le cépage qui m'avait, à ce moment-là, paru dans un pays, une région plutôt sudiste par rapport à la Bourgogne, qui m'avait paru avoir un gros potentiel. Et puis, il y avait ce côté que j'aimais bien aussi, quand quelque chose n'existe pas, nulle part, le faire revivre. Et il y avait une très belle histoire de Condrieu, d'ailleurs, c'est reparti. Succès phénoménal, avec un très gros succès. Mais tu as de la chance parce que Condrieu, ça y est, tout est planté en Condrieu. Voilà. 250 hectares, alors que vous avez un vrai potentiel. Nous, on a un vrai potentiel. Après, il y a d'autres cépages à essayer ici. Il y a des par exemple? Il y a des superbes réussites aujourd'hui en chardonnay. Il y a des chenins qui sont très bons. Belmont en chardonnay, voilà, cité, voilà, domaine Belmont depuis le début, d'ailleurs. Christian Belmont, qui était mon architecte, d'ailleurs, à l'époque. Et je l'ai connu dans le vin et par l'architecture. C'est lui qui m'avait fait connaître d'ailleurs les Bourguignons d'ailleurs. Oui, il faut citer Claude et Lydie Bourguignon qui ont un vignoble qui émerge, qui sont plantés uniquement en blanc, qui va bientôt produire un vin qu'on est tous curieux de. Voilà. La première fois que je les ai vus dans mes vignes, c'était avec Christian Belmont. C'était, je pense, en 97 ou 96, ce qui remonte à une vingtaine d'années. Donc du chardonnay, du viognier. Voilà, certains ont planté du rôle aussi dernièrement. Je pense qu'il y a nos terroirs peuvent accepter une multitude de cépages. Aujourd'hui, par contre, on ne va pas avoir une appellation, un style de vin, des cépages définis. Et c'est peut-être pas plus mal parce que ça permet, dans un monde très, très restrictif, avec les NAO, avec toutes les appellations, peut-être d'avoir l'imagination et le travail des vignerons qui permettent de
de choisir avec leur feeling à eux-mêmes, leurs sensations, certains terroirs et certains cépages. Donc, tant que la production ne sera pas trop grande, je pense qu'il y a un beau potentiel, en tout cas, de recherche et d'amusement. Parce que dans un métier de vigneron, il faut savoir s'amuser, il faut prendre des risques, il faut jouer. Si on ne joue pas dans la vie, c'est pas très drôle. Bien sûr. Et donc, le blanc à Cahors est un vrai moyen de jouer. Et alors, comment tu vois évoluer le goût? On revient sur le rouge de Cahors. Comment tu vois évoluer ce goût du vin de Cahors? Parce que, bon, les gens ont des a priori, c'est normal. Hein, on ne peut pas dire que ce soit une appellation qui, aujourd'hui, immédiatement mis dans un rayon, les gens se jettent dessus. Il y a des mauvaises expériences. Donc, il faut inciter les consommateurs à revenir. Alors, il y a des domaines qui se portent très bien, le tien notamment et quelques autres. Mais c'est quoi le projet du goût de Cahors? C'est-à-dire que ce côté rustique, hein, ces tanins assez fermes, hein, qu'on imaginait uniquement sur le cassoulet et une cuisine régionale qui est très bonne, mais un peu d'une autre époque, vers quoi va le style de Cahors? Vers quelle direction de... Je pense que dans ta question, on touche deux choses. On touche vraiment la caractéristique du Malbec, qui est un cépage... je ne dirais pas obligatoirement compliqué, c'est un cépage hyper attachant, mais c'est un cépage... Mais tu as raison, c'est pas facile. Voilà, il ne supporte pas la médiocrité. Ouais. C'est-à-dire, un Malbec, ça peut être très moyen. Si c'est très moyen, ça peut être très mauvais, ça va être rustique, ça va être tannique. Mais dès qu'on passe un certain niveau, on va avoir tout ce qu'on va demander dans un vin, de la complexité, de l'onctuosité, de la longueur, un potentiel de garde, de la fraîcheur. Et un plaisir à boire ces vins-là, avoir une sorte de velours dans le vin avec de la longueur en bouche. Et ça, c'est vraiment... C'est masculin, mais sensuel. Voilà, ça doit être ça, en tout cas. Alors, ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, on voit quand même des progrès énormes dans le style des vins de Cahors, dans la sensibilité et de nouveaux vignerons et de vignerons historiques et qui se mettent vraiment au goût du jour. Et la qualité primordiale aujourd'hui, l'évolution primordiale aujourd'hui, c'est que le travail dans le vignoble et la qualité des raisins a fait qu'on arrive à avoir une qualité tannique, je dirais, mais de plus en plus sensuelle. Et les tanins, c'est vraiment les tanins, la fraîcheur, l'acidité, les pH bas, c'est ça le vin de Cahors. Mais lorsque tout est lié pour faire vraiment un vin qui attaque vraiment, qui prend la bouche, qui vous l'emplit, qui donne une sensation énorme de fraîcheur et de fruits à la fin, avec souvent ce côté un peu mentholé, frais, genièvre qu'on va retrouver grâce au terroir du vin de Cahors. Franchement, je pense que là, il faut continuer comme ça, il y a l'avenir pour ces vins-là. Merci Pascal. Avec grand plaisir.